Bienvenue à cette séance d'orientation sur le rôle des membres du Conseil national de l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, qu'on appelle parfois l'OCCDP ou tout simplement Développement et paix. Je m'appelle Ray Temmerman, je suis un ancien membre du Conseil national et j'étais président de l'organisation en 2015. Je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler des fondements du travail de développement et paix, de ce qui est à la base de tout ce que nous faisons au Conseil national pour que l'organisation remplisse sa mission. Comme vous le savez, Développement et paix a été créé en 1967 par la Conférence des évêques catholiques du Canada pour être l'agence officielle de développement international de l'Église. Ce sont donc 53 ans au service de l'Évangile, de l'enseignement de l'Église catholique et des personnes qui vivent dans la pauvreté. La foi et notre propre expérience nous disent que toute vie humaine est sacrée de la conception à la mort naturelle. Nous savons que, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, toutes les femmes et tous les hommes sont dotés d'une dignité unique. Ce sont là des principes fondamentaux qui façonnent notre façon de vivre. Axés sur la dignité humaine, nous travaillons pour le développement intégral de la personne, ce qui suppose une ouverture à la vie à chacune de ses étapes. Et ce qui nous amène à considérer l'impact sur la vie des gens de la dégradation de l'environnement, des modèles actuels de développement et de la culture du déchet. En tant qu'antenne canadienne de Caritas Internationalis et en collaboration avec nos évêques, avec nos membres de partout au pays et nos partenaires à travers le monde, nous voulons un monde où l'on entende la voix des pauvres et où l'on agisse en conséquence. Un monde où les femmes et les hommes dans les collectivités les plus pauvres et les plus défavorisées soient en mesure d'influencer les systèmes, de contrôler les ressources et de participer aux décisions qui les concernent, de sorte qu'ils vivent sous des gouvernements, des institutions et des structures mondiales qui soient justes et responsables. Dans l'encyclique Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI disait « En ce qui concerne le service des personnes qui souffrent, la compétence professionnelle est avant tout nécessaire. Les intervenants doivent être formés de manière à pouvoir accomplir le geste juste au bon moment et prendre aussi l'engagement de poursuivre leur soutien. » La présente séance d'orientation fait partie de cette formation pour vous permettre d'assumer efficacement votre rôle et vos responsabilités de membre du Conseil national, qui est l'instance dirigeante de développement et paix. Bien, alors, qui sommes-nous en tant que Conseil national? En un sens, nous sommes appelés à nous transformer, à nous réincarner en quelque sorte. Je vais vous expliquer. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes toutes et tous des militants motivés, très engagés dans le travail de développement et paix dans nos paroisses et au niveau diocésain. Les gens connaissent notre engagement et ils nous ont élus membres nationaux pour que nous représentions notre région de notre mieux. Et alors, nous nous rassemblons pour faire le travail qui revient aux membres nationaux. Nous allons y revenir, mais très brièvement, l'Assemblée annuelle des membres nationaux, qui se tient en novembre chaque année, eh bien, cette Assemblée annuelle a 3 choses à faire. Elle reçoit les états financiers vérifiés et le rapport des auditeurs. Elle nomme les auditeurs pour le prochain exercice financier. Et finalement,
elle élit les membres du Conseil national, qui est l'organe qui est responsable de gouverner l'organisation. En s'acquittant de ce triple mandat, les membres nationaux représentent leur région. C'est au moment d'élire les membres du Conseil national que se déroule un processus très important, mais qui peut donner lieu à une certaine confusion. Depuis quelques années maintenant, le réflexe ou la routine veut que l'Assemblée annuelle des membres nationaux élise chacune et chacun des membres nationaux comme membres du Conseil national, qui est une entité différente. Rien ne dit que les choses doivent se passer comme ça. Le règlement administratif prévoit que le Conseil de développement et paix compte entre 12 et 21 membres. Les membres du Conseil n'ont pas besoin d'être des membres nationaux. Ce peuvent être aussi des membres locaux qui ont un savoir-faire ou une compétence particulière, par exemple. L'essentiel, c'est que nous, en tant que membres nationaux, nous voyons à ce que le Conseil, donc le Conseil national, soit formé de personnes qui ont les compétences nécessaires pour gouverner l'organisation et l'orienter efficacement dans l'accomplissement de sa mission. Mais en pratique, ce que nous avons fait, c'est que sans trop nous occuper des besoins de l'organisation, nous avons élu les membres nationaux au Conseil national. Dorénavant, il nous faut revenir sur ces deux approches. En particulier parce qu'à la suite de l'examen institutionnel réalisé par Deloitte, il a été décidé que le Conseil national comprendrait 15 membres, dont 11 seraient des laïcs élus par les membres nationaux et 4 des évêques élus par la Conférence des évêques catholiques du Canada. Selon le modèle qu'on retiendra pour choisir les membres du Conseil national, il pourrait se faire qu'il n'y ait personne parmi les membres nationaux qui ait un savoir-faire ou une compétence particulière dont nous aurions besoin. Les membres nationaux devraient alors choisir quelqu'un parmi les membres locaux de l'une ou l'autre région qui ait justement la compétence recherchée et nommer cette personne ou ces personnes au Conseil national. Mais quelle que soit la procédure retenue, c'est ici que nous devons nous transformer, comme je vous disais plus tôt. À partir du moment où l'Assemblée annuelle des membres vous élit au Conseil national, vous ne représentez plus votre région. Et personne au Conseil national ne représente la région d'où il ou elle vient. Bien sûr, vous venez toujours de la région où vous vivez, mais vous n'êtes pas là pour représenter votre région. Qu'est-ce que cela signifie pour nous en pratique? Naturellement, vous allez apporter au Conseil les voix, les expériences des gens de votre région pour aider à décider la meilleure route à suivre pour l'organisation, mais votre tâche n'est pas de représenter la région d'où vous venez, mais de représenter toute l'organisation, puisque vous siégez à son conseil d'administration. Je sais par expérience que cela peut être difficile à saisir et encore plus difficile à mettre en pratique. Après tout, il semble tout à fait normal de continuer de collaborer étroitement avec votre animateur ou votre animatrice, de passer au bureau, causer avec le personnel, de voir ce qui se passe, de s'informer de leurs besoins. Il semble aussi parfaitement normal de siéger à des comités de fonctionnement, de prendre le pouls de l'organisation au quotidien.
En fait, c'est fascinant d'être proche de l'action. Néanmoins, quand nous sommes élus au Conseil national, nous devons absolument enlever notre chapeau de représentant régional militant et de mettre notre chapeau de responsable de la gouvernance de toute l'organisation. Nous ne sommes pas là pour nous occuper du personnel, même si nous voulons bien sûr que le personnel soit bien encadré. Et ce n'est pas à nous de décider quels sont les projets particuliers qu'il faut lancer ou comment ils devraient fonctionner. Et nous ne sommes pas là non plus pour faire partie d'un comité de fonctionnement, si passionnant que ce puisse être, en particulier si nous pouvons apporter une compétence particulière à ces comités. Notre rôle, ce n'est rien de tout ça. Même si plusieurs de ces choses sont très tentantes et même si nous risquons souvent de tomber là-dedans sans même y penser. Non, notre rôle, en fait, c'est de décider le plan stratégique de l'organisation, d'assurer le financement de ce plan, d'adopter des politiques pour garantir le bien-être de l'organisation qui s'acquitte de sa mission, de donner des directives au seul employé que nous engageons, nous, et qui est le directeur général, et de faire de la supervision pour nous assurer que le plan et les politiques qui correspondent sont bien appliquées. Comme je le disais, encore par expérience, je sais que c'est quelque chose qui peut être difficile à saisir et encore plus difficile à vivre. Mais c'est essentiel pour avoir une gouvernance efficace et pour que l'organisation travaille bien au service de l'Évangile. Alors, où en sommes-nous? Nous avons évoqué les fondements de la vie de développement et paix et le Conseil national. Nous avons examiné une partie du rôle des membres nationaux et la place qu'ils tiennent dans l'élection des membres du Conseil national. Et nous nous sommes arrêtés à un élément clé qui est la transition de notre rôle en tant que représentant de notre région à notre rôle de représentant de l'organisation pour discerner, décider et orienter le travail qu'elle doit faire. Si vous pouvez faire clairement ces distinctions dans votre esprit et vivre la transformation qu'elles exigent, vous aurez déjà fait un grand pas pour bien servir l'organisation et l'aider à remplir sa mission.